Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle livraison d'informations. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi 24 mars à Bandundu-Ville, le chef-lieu de la province du Kwilu, pour lancer officiellement la 13e conférence des gouverneurs de province axée sur les thèmes la transformation du secteur agricole, halieutique, pastoral et du développement rural et connexion au marché urbain. Et en prélude de ces assises, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité et de centralisation et affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani-Louko, a présidé le lundi 23 mars la réunion du comité provincial de sécurité élargi à Bandundu-Ville pour préparer l'arrivée du chef de l'État. La ville de Bandundu accueille du 24 au 28 mars 2026 la 13e conférence des gouverneurs placée sous les thèmes la transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion au marché urbain. Arrivé ce mardi 24 mars dans la ville de Bandundu, le chef de l'État a été accueilli par plusieurs membres du gouvernement, dont la première ministre et le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité. En prélude à la 13e conférence des gouverneurs, le VPM en charge de l'intérieur, Jacquemin Chabani-Louko, en sa qualité du rapporteur de cette conférence, a présidé le 23 mars à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu, un comité provincial de sécurité élargi dans le but de préparer l'arrivée du président de la République pour la 13e conférence des gouverneurs. Faisant le compte-rendu de la réunion, le gouverneur de la province du Kwilu, Philippe Akamituna, a confirmé que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour garantir la bonne tenue de ces assises et sécuriser le séjour du président de la République dans la province. La réunion a été présidée par le VPM à l'intérieur, qui est arrivé aujourd'hui à Bandundu, et dans l'organisation de la conférence des gouverneurs, le VPM à l'intérieur est rapporteur de la conférence. La réunion a tourné sur 3 points. Le premier point, c'était la situation sécuritaire de la province, l'état des lieux de la province. Le deuxième point, c'était par rapport à l'itinérance du chef. Et le troisième point, c'était les divers. En rapport avec la situation sécuritaire, et là, on a dit que la situation sécuritaire de la province était calme dans son ensemble, et nous avons abordé aussi l'état des préparatifs de la conférence. On a dit que la province s'est vraiment bâtie pour que les conditions soient remplies pour la tenue de la conférence. Quant à ce que la province devrait faire, la province a vraiment répondu, je ne peux pas dire à 100%, mais vraiment valablement, et nous sommes fiers. Les responsables des services de sécurité, tant au niveau national que provincial, ont pris part à cette réunion qui a également permis d'évaluer la situation sécuritaire dans la province. Le 26 gouverneurs des provinces ainsi que les présidents des assemblées provinciales prennent part à ces assises consacrées aux enjeux de gouvernance et de développement. Durant plusieurs jours, les participants échangeront sur les politiques publiques à mettre en œuvre pour promouvoir la sécurité alimentaire et consolider la décentralisation en République démocratique du Congo. Toujours dans le même registre de la conférence des gouverneurs, la première ministre Judith Suminwa Atuluka est arrivée également ce mardi 24 mars afin de participer à la 13e session de la
conférence de gouverneurs qui sera présidée par le chef de l'État. La chef de l'exécutif national a été accueillie au tarmac par une forte délégation constituée du gouverneur de la dite province, de membres du gouvernement et tant d'autres personnalités. Cette conférence se tient sous les thèmes transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral, aussi du développement rural et connexion au marché urbain. Au recensement de la population, le gouvernement congolais et l'UNFPA harmonisent pour le second recensement général après ce qui s'est passé en 1984. Cette question était au centre de la discussion le lundi 23 mars entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et Diène Keita, la directrice exécutive de Fonds des Nations Unies pour la population. 42 ans après le tout premier recensement général, la République démocratique du Congo s'apprête à lancer le deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Juste après, la table ronde axée sur la mobilisation de fonds, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience Diène Keita, la sous-secrétaire générale des Nations Unies et la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population. Au centre de la discussion, le prioritaire pour garantir la réussite de ces projets d'envergure. Je viens d'avoir l'honneur d'échanger avec son Excellence Madame la Première ministre et des suites de la table ronde de ce matin pour lancer le processus de financement du recensement de la population et de l'habitation. Madame la Première ministre est une dame efficace et très active, donc il s'agissait de discuter des questions des prochaines étapes et comment nous pouvons commencer à faire le plaidoyer à tous les différents niveaux. Au niveau des communautés, au niveau des autorités et aussi au niveau de la presse pour faire comprendre le processus. Qu'ils ont la chance d'avoir le gouvernement qu'ils ont en ce moment et le président qu'ils ont, qu'ils pensent à leur intérêt premier et qu'ensemble, nous avons une responsabilité collective de nous assurer que leurs biens essentiels, leurs besoins essentiels, à travers ce recensement, pourra être identifié et donc pourra être réglé. Donc ils devraient être contents et appuyer le maximum que possible parce que ceci va changer l'avenir de tous les Congolais, quelle que soit leur génération. La directrice exécutive de l'UNFPA a invité les Congolais à soutenir cette initiative portée par le président de la République, rappelant le rôle crucial que jouent ces recensements dans les développements ajustés aux besoins réels du pays. Le deuxième recensement général permettra à la RDC d'avoir accès à des données fiables en vue d'orienter puissamment les politiques publiques, assurer une redistribution équitable de ressources et affiner les plans nationaux stratégiques de développement. Puisque nous parlons de l'UNFPA, messieurs et dames, sachez que la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population a été reçue ce mardi 24 mars par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Les échanges ont porté sur les renforcements de la coopération entre la RDC et l'UNFPA avec une annonce majeure relative à l'appui multidimensionnel de l'organisation à la réussite du prochain recensement général de la population. Et cet engagement constitue une étape déterminante pour améliorer la planification des politiques publiques et soutenir le développement durable du pays. Et pendant ces temps, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe-Mposhi, séjourne depuis le lundi 23 mars à Casablanca, au Maroc, dans le cadre d'une visite officielle axée essentiellement sur le partage d'expériences dans la gestion des anciens combattants. Les détails dans cet élément. Le ministre délégué près la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe-Mposhi, est arrivé ce lundi 23 mars à Casablanca, au Maroc, pour une visite officielle. Ce déplacement s'inscrit essentiellement dans le cadre d'échanges d'expériences concernant la gestion des anciens combattants. Sur le tarmac de l'aéroport international Mohamed V, le patron des anciens combattants congolais a été dignement accueilli par le commandant d'armes délégué de Casablanca.
et l'officier accompagnateur du 2e bureau de l'état-major général des phares. Ces officiels ont conduit le ministre délégué et sa délégation au salon diplomatique pour leur réception par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en poste au Maroc, Henri Mangaya. Bien après un bref moment d'échange, le ministre délégué et sa suite ont pris l'autoroute afin de se rendre à la capitale, Rabat. Le programme du ministre délégué au pays de Mohamed VI prévoit plusieurs rencontres, notamment avec son homologue de la Défense nationale et anciens combattants. Cette mission intervient après l'audience accordée par le ministre délégué Eliezer Ntambwe Mposhi à Rachid Agassim, ambassadeur marocain en poste à Kinshasa. Lors de leurs échanges, Eliezer Ntambwe Mposhi avait sollicité l'expertise du Maroc dans ces secteurs. Le choix opéré sur le Royaume du Maroc s'explique d'une part par ses différents programmes réussis dans le secteur des anciens combattants et d'autre part par les bonnes relations que les deux pays entretiennent depuis de longues dates. Des retours dans la capitale congolaise, il n'y a pas pénurie de carburant en RDC. Les stocks sont très disponibles. Telle est l'affirmation donnée le lundi 23 mars par Akacia Bandoubola, ministre des hydrocarbures, malgré le long fil d'attente de véhicules observés dans plusieurs stations-service. Le seul message le plus important à lancer aujourd'hui, c'est un message d'apaisement à la population, dire à la population qu'il n'y a pas pénurie de carburant dans le pays. Selon la situation de stock que j'ai actuellement ici en possession, au niveau de l'ensemble du pays, la couverture est assurée. Aux hydrocarbures, nous voulons rassurer la population justement que les CPI, l'organe qui gère les questions d'importation ou de fourniture en produits pétroliers, a été résolu et les importations sont bel et bien en cours de traitement, que ce soit en droiture ou dans les installations de Saucire vers Mwanda. Tout est en conformité. Ici, par contre, la question liée au fil dans les stations-service, ça ne résulte pas justement du manque de carburant, mais plutôt d'un déséquilibre sur le plan économique, logistique, fiscal. Il faut une forme de réajustement sur ce point de vue-là. La question sur la fluctuation et la régulation de prix à l'intérieur, qui relève bien entendu des ministères sectoriels. La question du régime de CADER, qui relève également du ministère des Finances. Ce sont des questions qui sont en train d'être résolues au niveau de l'ensemble du gouvernement. Ça, ce sont des questions conjoncturelles que nous sommes en train de pouvoir résoudre et nous avons d'ailleurs résolu parce que pour l'instant, les stocks sont très disponibles, que ce soit en jet 1, en essence comme en gazole. Les stocks sont disponibles et la population doit garder son calme. Pour des questions structurelles, bien entendu, le gouvernement a pris la question à bras les corps parce que aujourd'hui nous avons des projets de la construction d'un nouveau pipeline vers Angoango Matadi, c'est-à-dire Matadi-Kinshasa, qui est de 330 km, qui est déjà en cours d'implémentation. Il y a la question sur les centres de stockage dans la zone sud comme dans la zone est, mais aussi dans des zones enclavées. Nous avons pris la question également à bras les corps et des solutions de douane sont déjà en cours de traitement. Il y a aussi la question de la relance de la raffinerie. Ce sont des questions qui sont prises en charge de manière structurelle, qui demandent bien entendu de moyens conséquents. Le gouvernement est dans une forme d'ouverture de partenariat public-privé avec certains partenaires qui sont très intéressés à cette relance de la raffinerie. Prolifération de stations-service à Kinshasa, l'Équinois craint le risque lié aux incendies et appelle les autorités attitrées à la régularisation de ces secteurs. Question de protéger les populations environnantes. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est depuis belle lurette le théâtre d'un spectacle amer de naissances excessives et non contrôlées de stations-service. Considérées comme un point d'approvisionnement d'automobiles et à la fois comme probable cause d'incidents dans le temps, les stations-service, telles des champignons, sortent des terres en cascade le long de plusieurs voies, créant ainsi de la psychose à la population quinoise qui reste, quant à elle, spectatrice de ce scénario à haut risque. Face à cette situation non encore prise en considération, la population dénonce l'inaction et la complicité des autorités attitrées dans cette affaire. Pour moi, à vrai dire,
phénomène de prolifération de la station wana ekomi koleka biso mayele po bazotiango pena na milliers ya population wana foto yebango po en cas d'incendie quartier na mezala ravagé wana pena c'est toyeba po bagarde-fou il fallait normalement ezala na hôtel de ville. Ils invitent par ailleurs le gouvernement tant national que provincial à la responsabilité en vue de veiller à la sécurité du peuple. Et en bâtissant ces différentes stations, il faudrait tenir compte des normes. Et déjà aujourd'hui, nous avons comme l'impression que ceux-là ne vont même pas avoir de l'information, ne vont même pas avoir d'autorisation chez l'autorité compétente. C'est comme s'ils étaient en train d'ériger ces stations d'eux-mêmes. Parce que cette prolifération, en tout cas, va au-delà. Et si je peux dire au-delà du paroxysme. En tout cas, même si l'autorité compétente octroie son autorisation, est-ce que cette autorité tient compte de la population qui vit dans la capitale? Dans une mégapole déjà frappée par plusieurs cas d'incendie des dépôts illicites des réserves de carburant, les stations-service, naissant du jour au lendemain, représentent une bombe à retardement silencieuse si les autorités locales ne gèrent ou réglementent ces secteurs. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre.